Salut guys! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu stressée de faire cette capsule-là. Je ne sais pas si je vais la laisser sur ma chaîne. Ça se peut que ça soit long, ça se peut que ça soit intense, je m'excuse déjà en partant. Avant que je commence mon histoire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça vous intéresse. C'est toujours le fun de voir les gens qui s'abonnent, de voir ce que vous aimez. Pourquoi j'ai décidé de faire ce story time-là? Ça fait 1 an que je me suis cassé la jambe, triple fracture tibia-péroné. Je partais le matin travailler, il était 8h, 8h30, plaques de glace, ça d'épaisse qui s'étaient accumulées sur les trottoirs. Il commençait un petit peu à neiger ce matin-là et en sortant juste d'ici, du condo, et je suis tombée à terre. Je me suis cassé la jambe, je me suis jamais relevée parce que quand je suis arrivée pour juste me relever comme ça, j'ai vu que ma jambe était dans un angle anormal. Je me suis couchée à terre, puis je me suis mis à crier parce que pour une des rares fois, Dino, ce matin-là, dormait ici. D'habitude, il part toujours travailler très très tôt. Et je sais pas comment j'ai fait pour crier aussi fort parce qu'ici, c'est très 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 insonorisé, puis on est quand même en hauteur. Il m'a entendu crier parce que je criais son nom, je savais pas quoi faire d'autre, je pouvais pas bouger, je pouvais pas rien faire, je n'étais même pas capable d'aller chercher mon sel ou peu importe. Il m'a entendu, sauf qu'en criant autant, je pense que tout le building en avant m'a entendu. Plusieurs personnes m'ont regardé, plusieurs personnes ont accouru à mon aide avant que Dino puisse accourir. Mais tout ce que j'ai vu, c'est Dino qui ouvre la fenêtre, qui regarde en bas puis qui se met à crier genre « J'arrive, qu'est-ce qui se passe, j'arrive ». Puis en attendant qu'ils descendent pour venir me voir, il y a des voisins que je sais pas c'est qui sont venus me voir, me secourir, qui ont commencé à appeler l'ambulance et tout. Puis Dino, il est arrivé, il a pris un peu le relais. Ça a pris du temps avant que l'ambulance arrive parce que cette journée-là, clairement, il y avait plusieurs chutes. Donc, il était très occupé. Et j'ai attendu à peu près 15 minutes allongée sur le trottoir, puis il faisait froid. Il y a des gens qui m'ont amené des couvertures. Il y a même une infirmière dans le building, je ne sais pas c'est qui. Tout ça se passe très vite, mais si elle entend ma vidéo, je l'ai toujours en tête. Elle m'a donné des médicaments parce qu'elle me disait que ça allait prendre du temps avant qu'on m'en donne à l'arrivée à l'hôpital. Donc, bref, tout ça est arrivé, l'ambulance est arrivée. Et pour regarder qu'est-ce qui se passait, il n'y avait pas le choix d'enlever ma botte. Moi, je criais parce que j'avais vu ma jambe qui était anormale. Je voulais pas qu'il enlève ma botte d'hiver, qui était une très bonne botte d'hiver d'ailleurs, donc ça devait être très glacé pour que je tombe. Finalement, ils ont réussi à enlever ma botte, ils ont déchiré mon pantalon favori et m'ont attaché tout ça. Je suis arrivée dans l'ambulance et étrangement, dans l'ambulance, ma boss a appelé parce que j'arrivais pas au travail, puis on avait plein de meetings, puis il y avait plein de choses à faire. Elle se demandait quand est-ce que j'allais arriver, puis c'est Dino qui a répondu, puis il a fait comme, ben je pense qu'elle rentrera pas aujourd'hui, tu sais. Puis moi, j'étais comme, non, mais je vais être là demain, mais c'est sûr que là, c'est juste parce qu'aujourd'hui, elle dit que je suis là demain, puis c'est beau, puis... fait que quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont triée, j'ai attendu quand même très longuement. Parce que, étrangement, je pense que je comprends pas la douleur. Et je pense que j'étais un peu faite tough dans le sens que je me dis toujours qu'il y a pire que moi, puis je me dis toujours qu'il y a pire douleur que ce que je vis. Le chirurgien de garde était tellement occupé parce qu'il y avait trop de monde qui rentrait qu'il n'y avait pas le temps de venir me voir pour comprendre ma situation. Donc c'était l'urgentologue qui s'occupait de moi. C'était pas... Ça a l'air que c'était pas très urgent mon affaire. Finalement, mon médecin me voit, mon chirurgien me voit à 4 heures. Quand mon chirurgien me voit à 4 heures, il se met à être en maudit puis à engueuler tout le monde autour de moi parce que carrément, il éclate puis il dit « J'aurais dû l'avoir tout de suite, vous auriez dû venir me déranger, il aurait fallu la replacer tout de suite quand elle est arrivée. »
Parce que ce que j'ai appris plus tard, c'est que dans le fond, quand on se casse un membre ou peu importe, il faut replacer le plus vite possible le membre dans sa position, dans sa bonne position, parce que l'os, dans le fond, quand il est fracturé et cassé, il se met à faire une réaction pour protéger tout autour. Donc ton os est en train de mourir parce qu'un os c'est vivant. Donc dès que c'est replacé, le flow recommence à bien fonctionner. Et moi, ça faisait plusieurs heures, dans le fond, c'est arrivé à 8 heures le matin, donc jusqu'à 4 heures à peu près, tout ça n'arrivait pas. Donc ma jambe était tellement enflée qu'on avait l'impression qu'elle était droite, mais elle ne l'était pas du tout. Fait que quand il est arrivé pour me replacer, on m'avait pas donné vraiment d'antidouleur et tout, donc c'était vraiment, vraiment intense. Ils m'ont shooté, je me rappelle plus quoi. Ils ont essayé de me replacer, mais peu importe ce qu'ils me donnaient, ça marchait pas parce que j'avais trop mal, puis ça faisait trop longtemps que j'avais mal. Donc, ils ont été obligés de m'endormir pour me replacer. J'aimerais dire qu'à ce moment-là, depuis le début, mon chum il est là avec moi. Et mon autre sœur aussi, Christine, est arrivée parce qu'elle était proche, puis elle a décidé de venir me voir, puis ça m'a donné un support incroyable. Donc, ils m'ont endormie pour me replacer. Et quand je me suis réveillée, c'était vraiment étrange parce que je voyais plus rien, puis l'infirmière me parlait souvent. Je comprenais pas trop pourquoi elle me disait de respirer. Et ce qu'on m'a dit après, c'est que le médecin est venu me voir après pour me dire je pense que on t'a donné un peu trop de médicaments en même temps. On s'est rendu compte que finalement, quand tu prends pas beaucoup de médicaments dans la vie, ben ça fait que tu n'en as pas besoin de beaucoup pour que l'effet arrive. Mais là, ils m'en ont donné beaucoup parce que la douleur était trop intense. Donc, j'ai fait un genre d'overdose, ce qui faisait que j'oubliais de respirer. Donc, c'est ça, j'ai passé toute la nuit à l'hôpital à être immobilisée. Je suis sur la liste d'attente pour me faire opérer d'urgence, mais évidemment, il y a des cas toujours plus urgents que moi. Donc, ce qui a fait que pendant plusieurs jours, j'étais à jeun parce qu'on était toujours sur le point de m'opérer, mais finalement, on ne m'opérait pas. C'est arrivé un mercredi, donc on m'a finalement arrivé le vendredi. La chose la plus étrange est arrivée, même si j'étais vraiment, vraiment en douleur, peut-être que les médicaments m'aidaient beaucoup, mais c'est comme si je me suis jamais sentie aussi relax et peaceful, parce que dans le fond, j'avais plus de contrôle. Je pouvais plus rien contrôler. Peu importe ce qui arrivait, j'étais entre les mains des médecins, puis c'est ça la vie, tu sais. Étrangement, tu sais, j'étais sur Snapchat, puis je faisais des niaiseries, puis les gens qui venaient me voir trouvaient que je faisais des jokes, puis c'était drôle, puis mais je me sentais libérée de quelque chose. La pire chose que je trouve quand on se fait opérer, c'est en fait, moi, ma peur, c'est de ne pas me réveiller. Et à chaque fois que j'arrive pour me faire endormir, maintenant, ils ont des nouvelles façons de... Finalement, tu te fais pas endormir, tu te fais plus geler, ou en tout cas... Fait que moi, ils m'ont... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, ils m'ont genre endormie, gelée... Non, j'étais pas endormie, j'étais gelée. Ça veut dire que je me rendais pas compte de rien, mais... Ils m'ont mis de la musique parce que je voulais pas tout d'un coup peut-être entendre qu'ils étaient en train de me travailler dans le genre, tu sais. Ça a l'air que je dansais sur la table d'opération. On m'a installé plusieurs vis dans la jambe. On m'a installé une plaque tout le long de ma jambe. Et je suis retournée à la maison la journée d'après. C'était la fête à mon chum. On l'a fêté cloué dans le fauteuil. Je pensais que le pire était passé, mais dans le fond, je pense que c'est là que j'ai vécu vraiment une descente aux enfers parce que dans le fond, ma douleur était tellement intense que je prenais beaucoup de médicaments. Pendant 3 mois, je portais une espèce de grosse botte de réhabilitation, donc je pouvais pas marcher sur mon pied, majoritairement le premier mois et demi. C'était vraiment compliqué en fait de me déplacer, donc ma place était soit dans mon lit ou dans le fauteuil du salon. Ce qui est drôle, c'est que moi j'étais certaine quand je suis rentrée dans l'ambulance que le lendemain j'allais retourner travailler. Ce qui n'a pas vraiment été le cas, puis mon médecin riait de moi parce qu'il était comme « on s'en reparlera », puis j'étais comme « non, mais il faut que je recommence ». Mais OK, mais 2 semaines parce que, tu sais, il faut que... Parce que j'ai plein de projets, puis j'ai plein d'affaires, fait que c'est important, puis tata. Puis là, il était comme « OK, mais on s'en reparle dans 2 semaines ». Puis évidemment, quand il enlève mon plâtre pour me mettre ma botte, 2 semaines après mon opération, il était comme « fac, tu veux-tu recommencer à travailler ?» Puis évidemment, je suis sur
gros antidouleurs et tout. Donc, j'ai fait comme, ben non. Puis à partir de... C'est comme toutes des étapes où on commence à faire plusieurs deuils. Puis pour moi, mon premier deuil, ça a été vraiment... Je pense que j'ai toujours été une fille qui était très discrète et très indépendante dans tout ce que je fais. J'ai pas besoin d'aide de personne. Mais quand tu es dans une situation comme ça, tu es à la merci de tout le monde. Ce qui fait que ça prend beaucoup de laisser aller finalement pour laisser la personne qui vit avec toi voir tout ce que tu vis. Puis il y a beaucoup de choses que tu vis. Il y a beaucoup de choses qui sont dégueu. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment intenses. Autant côté émotionnel que physique. Comme par exemple, tu peux pas prendre une douche seule. On avait installé une chaise, puis c'était vraiment l'enfer pendant des mois, essayer de prendre une douche, tu sais, puis juste de te réveiller pendant la nuit parce que tu as des crises de douleur vraiment, vraiment intenses, puis il faut que tu te lèves à peu près aux 2-3 heures pour prendre des médicaments. Puis ton chum, ben, il travaille vraiment intensément, mais il est quand même là tout le temps pour t'aider et te supporter. Tu passes vraiment par plusieurs étapes de deuil. Fait que pour moi, c'est ça, le premier deuil, ça a été vraiment de laisser aller mon indépendance parce que j'ai pas le choix de me fier aux autres. Puis ce qui me fait le plus chier, désolée, mais même encore maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire parce que j'ai plus cette solidité-là, ou en tout cas, j'ai pas cette force-là encore physiquement. Le deuxième deuil aussi, je pense que c'est de se rendre compte à quel point on est souvent seul. Moi, après un mois, je me suis commencé vraiment à me questionner de mon moi total. Je pense que ça a été un des points positifs, c'est que je me suis remise totalement en question. Et une des choses que je me suis dit, c'est que peut-être que j'avais besoin de ça. Ça, c'est vraiment intense, mais j'y crois vraiment. C'est que j'avais besoin de me faire arrêter, peu importe comment, par la vie, pour que j'aie du temps pour moi, pour me questionner et pour me demander vraiment qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui est bon pour moi. J'ai toujours trippé sur ce que je faisais dans la vie. Évidemment, je travaille fort puis je suis très, très passionnée. Mais des fois, faut juste se renligner puis se dire comme, OK, qu'est-ce qui est important maintenant pour moi? Et moi, ce que ça m'a fait réaliser, tous ces moments-là, pendant 3 mois, j'ai changé un peu au niveau de ma routine personnelle, commencé à penser à moi. Je m'étais beaucoup oubliée dans les dernières années. J'allais plus à mes rendez-vous médicaux, je prenais plus de temps juste pour relaxer pour moi, pour me faire plaisir. J'étais plus capable de savoir qu'est-ce que j'aime faire en dehors de mon travail. On dirait que ça m'a vraiment amenée à me questionner énormément. J'ai commencé à faire beaucoup de méditation, à relaxer, à comprendre c'est quoi un état sans stress et un état de zénitude. J'ai jamais été à un point où j'étais totalement relax, mais pendant ces 3 mois-là, j'ai vraiment vu un changement. Puis une des choses que mon chum m'a dit, mon mari, je devrais dire, m'a dit à un moment donné, c'est il arrivait de travailler, puis il m'a dit « Wow, Sophie, j'ai l'impression, même si t'es en douleur, puis que t'es dans cette situation-là, ça fait longtemps que je t'ai pas vue heureuse comme ça. » Puis on s'entend que j'étais clouée au fauteuil. Alors ça veut dire beaucoup de choses et ça m'a fait beaucoup questionner tout ça. Donc ça pour dire que ça m'a vraiment amenée à réfléchir. Dans le fond, quand je suis retournée au travail, c'est comme si tout avait changé autour de moi. Dans ma tête, en fait. C'est comme si j'avais besoin d'autre chose. Puis ce moment d'arrêt-là m'a amenée à me rendre compte que c'est peut-être plus ça que je veux faire. La chose la plus importante et qui passe avant tout maintenant, c'est la santé. Et il n'y a plus rien qui va prendre le dessus de ça. Donc, dès que quelque chose va faire que je ne serai pas en santé, ça va prendre le champ. Je crois que mon travail m'amenait à être... à ne plus avoir de temps pour prendre soin de moi, de la façon que je le faisais. Et donc, j'avais besoin de m'en départir, mais le deuil a été, encore là, un autre deuil, ça a été difficile à faire parce que j'avais un travail très passionnant, mais c'est vraiment intense. Et donc, au début, je me suis dit, OK, fait que là, maintenant, nouvelle routine. Mais quand on recommence à rembarquer là-dedans, j'ai repris mes vieilles chaussures et j'ai recommencé à faire mes anciennes habitudes, ce que j'ai pas aimé vraiment. Ce qui est arrivé aussi, c'est que je me suis mariée cet été. Et ma plus grande crainte,
de tout ça, en fait, ça a été que je boite en descendant l'allée. Et parce que pour moi, un mariage, c'est la journée de ta vie. Puis je me disais, je peux pas croire que ma journée rêvée de ma vie depuis que je suis petite, je vais la passer en train de boiter. Donc, à partir de là, ma réhabilitation a commencé vraiment intensément. J'ai commencé à aller voir ma physio à peu près à toutes les semaines, qui a travaillé énormément avec moi pour que je sois capable de marcher avec des petits talons. D'ailleurs, je porte plus de talons maintenant, mais je voulais en porter pour mon mariage. J'avais des mini talons. Au début, j'avais des souliers de rêve que je voulais à peu près ça d'eau. Puis j'ai laissé tomber, puis j'ai pris des petits souliers. Et donc, tout l'été, je l'ai passé avec ça en tête. J'étais rendue au mois d'août, puis je boitais encore. Ma canne avait un peu disparu, mais finalement, je boitais encore. J'étais arrivée au mariage, j'avais encore des douleurs, je savais plus quoi faire. Je me suis mis là, dans un régime d'enfer, d'antidouleur, de bonne bouffe, d'entraînement. J'ai perdu le poids que je voulais, j'ai eu la shape que je voulais pour ma robe. Même si je pouvais pas bouger, je me suis entraînée énormément le haut de mon corps. J'étais dans ma meilleure shape à vie, étrangement, mais pas au niveau de mes jambes. Mais ça a marché parce que ma robe était incroyable, puis c'était super important pour moi, puis c'est pas vrai que ça allait scraper ma vie juste parce que je me suis cassé une jambe, tu sais. Arrivé le jour du mariage, c'était le plus beau jour de ma vie. Depuis que l'accident est arrivé, j'ai jamais eu d'émotion. C'est ça qui est drôle. J'ai jamais vraiment pleuré, peut-être un petit peu. J'ai jamais éclaté, j'ai jamais pété vraiment de coche. Et arrivé le moment du mariage, j'étais super zen, pas stressée, on se maquillait, je faisais des push-ups. Tout le monde était comme, voyons, Sophie, c'est la journée de ton mariage, t'es supposée être comme full excitée. J'étais comme, ouais, c'est chill, c'est cool, tu sais. Et arrivé juste avant de descendre l'allée, mon père restait avec moi et ma mère s'en allait pour descendre l'allée. Et c'est là que j'ai réalisé, c'est là que ça se passait, puis on dirait que tout est revenu depuis des mois. C'est comme si ça m'a frappée. J'ai été super émotive avec mon père avant de descendre. Puis là, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais brailler, mon maquillage, tout va être scrap. Quand j'ai commencé à marcher pour descendre l'allée, je commence à voir le monde. C'est comme si tout ça m'est revenu dans ma face. Fait que tout le long de l'allée, j'ai braillé, j'ai pas une photo où je suis juste comme bien souriante, puis je descends, puis yeah. Je braillais à fond. Après ça, mon père pleurait. Dino, fait que là, je me suis dit, je vais regarder mes sœurs pleuraient. J'étais comme, je vais regarder Dino pleurait. Fait que finalement, mon mariage a été, on braille tout ensemble parce qu'on sait tout qu'est-ce qui vient de se passer. Puis mes vœux ont été en ce sens-là. Quand j'ai parlé à Dino, je suis super émotive encore parce que je crois que c'est difficile de trouver l'âme sœur dans sa vie. Mais quand on passe à travers ce genre de choses-là, et que quelqu'un reste à tes côtés, no matter what, c'est tellement intense. Puis ce que je disais à Dino dans mes vœux, c'est ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, on a vécu beaucoup de choses, mais les derniers mois m'ont juste prouvé qu'est-ce que ça veut dire, genre, s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Puis je pensais l'aimer, puis ces derniers mois m'ont juste prouvé à quel point il n'y a rien de plus que ça, tu sais. Après ça, je suis partie en voyage. Le plus beau voyage de ma vie, même si en Italie, même si j'avais énormément mal. Et après, à mon retour, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai quitté ma job. J'ai eu d'autres crises au niveau de ma jambe. Toujours en douleur vraiment intense. J'étais plus capable. J'ai recommencé à aller voir ma physio. Peu importe ce qu'on faisait, il n'y a rien qui marchait. Et ma canne est réapparue dans ma vie parce que j'étais plus capable de marcher comme il faut. Ça faisait beaucoup trop mal. Par miracle, j'ai eu un rendez-vous d'urgence avec lui. Et quand mon médecin m'a examinée, j'ai vu la déconfiture dans sa face. Et il s'est dit, ta plaque qu'on t'a installée a cassé. Ce qui a créé une petite dénivellation au niveau de mon os.
mais ce qui crée en fait majoritairement toute la douleur. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si, depuis des mois, j'avais un clou inséré dans la jambe, mais que le clou était cassé. Et à chaque fois que ça marche, ça fait ça. Moi, je crois, j'ai ça depuis le début de l'été, en fait. C'est pourquoi j'ai toujours eu une douleur incroyable, aiguë. Il m'a dit, faut qu'on t'opère, faut qu'on on enlève ta plaque et ça va enlever ta douleur. Ce qui m'amène à aujourd'hui, après 1 an. Ça fait 2 semaines qu'on m'a opéré, d'où le pansement ici, d'où la canne, qui est devenue ma meilleure amie. D'ailleurs, quand je sors, tout le monde est comme « C'était vraiment des brillants dessus, puis tu devrais comme full la désigner. » J'y pense, sérieusement, parce qu'au début, j'étais comme « Non, je ne l'aurai pas vraiment longtemps. » Ça fait 1 an que je l'ai, alors finalement, je devrais peut-être faire ça. Repart une autre réhabilitation. Repart la douleur intense. Ça fait 1 an que je vis, j'arrête pas de parler de douleur, mais ça fait 1 an que je vis avec une douleur intense à tous les jours. Elle m'a demandé si je suis capable de marcher. Je l'ai difficulté à me lever, je l'ai difficulté à marcher un coin de rue. J'étais une fille qui avait une vie active, qui aimait ça marcher avec mon chum, on montait des montagnes, on prenait des marches de 3 heures dans le quartier. Mon objectif, c'est supposément, alors j'aimerais dire pour le record que mon médecin m'avait dit que j'allais courir en juillet dernier, ce qui n'est pas le cas. Et là, mon médecin me disait que j'allais marcher normalement, ce qui n'est pas encore le cas. Mon objectif, c'est d'essayer de ne pas boiter d'ici la fin mars. Comme le corps est lent, ça prend du temps. C'est fou ce que ça m'a appris. Moi, je suis une fille impatiente dans la vie, je veux toujours faire avancer les choses, puis le corps s'en fout de ton horaire, puis il s'en fout de tes projets incroyables que tu as à faire. Il prend son temps. Puis peut-être que moi, c'est la seule chose que ça me prend pour m'arrêter parce que j'ai toujours 30 000 projets en tête. Là, présentement, je suis à mon compte, puis j'ai plein de beaux projets. Il y a d'autres choses que je vais faire, entre autres avec ma chaîne YouTube, puis je peux pas parce que ça implique d'aller faire beaucoup de choses à pied et je peux pas le faire présentement. Mais ça va revenir, j'en suis certaine. Ça m'a amené aussi à avoir des commentaires de gens qui sont en douleur ou qui ont des problèmes de santé. C'est rough parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a personne qui peut comprendre ce qu'on vit. Puis c'est difficile de l'expliquer parce que d'expliquer une douleur, c'est pour ça que je vous parlais d'un clou, tu sais, dans ma jambe ou peu importe, mais c'est difficile de faire comprendre cette douleur-là aux gens. Puis tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas te rendre compte qu'est-ce que ça peut faire à ton toit, tu sais. Puis c'est quelque chose qui peut être vraiment un gros impact dans ta vie. Moi, je l'ai pris comme un message. Je suis peut-être intense, mais sincèrement, pour que ça dure aussi longtemps que ça, je crois que c'était un message de la vie de me dire « Sophie, arrête-toi, là, puis calme-toi. » Puis je l'écoute. La chose que je dis à tout le monde à chaque fois que je les rencontre et que je m'en vais, prenez soin de vous. Il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Parce que quand la santé est plus là, quand votre corps ne fonctionne plus, vos beaux projets, puis vos belles pensées, puis vos voyages, puis whatever quoi, vous ne pouvez plus les faire. Votre travail, puis vos meetings, puis vos... Sincèrement, là, il n'y a plus rien d'important. Fait que si quelqu'un au travail ou dans votre entourage vous dit comme « Ah, ben là, c'est pas grave, hein, ben là, faut vraiment faire tel meeting, faut faire tel projet, ou mais là, ça, c'est plus important. Si ça, tu fais comme « You know what? Ma vie est plus importante que peu importe quelle autre chose qui s'en vient, là. Je vais régler ça présentement, puis après ça, on se verra. » Si ces gens-là comprennent pas, ben sincèrement, je pense que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, puis c'est ça qu'il faut réaliser. La santé, c'est ce qui est le plus important. Parce que quand elle n'est plus là, ben tu peux plus rien faire, puis t'es plus là. Hein? Mais là, c'est vraiment rendu long. J'ai l'impression que ça va durer une demi-heure, cette vidéo-là. Moi, dans tout ça, je pense que je me suis trouvée. Comme je disais, je me sens revenue un peu la Sophie quand j'étais jeune, créative, où je m'amusais, puis j'avais le goût de découvrir plein d'affaires, puis partager des choses avec le monde. Puis à la fin, j'étais toujours comme « Ah non, j'ai pas d'énergie. Ah non, Puis c'était rendu ça, puis je pense pas que j'étais vraiment le fun. C'est ça, je pense que j'ai plus le goût d'être cette Sophie-là. J'ai le goût d'être la nouvelle Sophie que vous voyez sur YouTube.
Voilà, alors mon année 2016 a été une année de marde pour bien des raisons. À cause de ça, qui étrangement a été une de mes plus belles années à vie. Alors je suis dans ce combat-là en ce moment. Et 2017 sera une année de liberté. Et oui, j'étais avec ma canne. Deno m'a acheté un Fitbit pour calculer mes pas, voir comment je suis en forme, comprendre mon cœur et tout. Clairement, en ce moment, je fais vraiment pas beaucoup de pas. Je pense que j'en fais comme 1000 par jour. Normalement, je devrais en faire 10 000. Ça vous donne une idée. Mais ça va nous mesurer, en fait, l'évolution de tout ça. My God! Excusez, j'ai vraiment été intense, hein? Voilà, c'est tout, c'est fini. Je ne sais pas si je vais laisser cette capsule-là. Est-ce que je devrais? Oui, non, peut-être pas. Laissez-moi vos commentaires. J'espère que ça peut vous défouler, vous autres aussi, si vous avez vécu ce genre de situation-là. C'est là qu'on se rend compte combien il y a beaucoup de monde autour de nous qui sont extrêmement maganés. Quand j'en parle et que je pose des questions, tout le monde est comme « Ah ouais, moi j'ai mal là, ah ouais, moi c'est ça, puis là, moi, ta. » Puis je suis comme « Oh my God, gang! » Faudrait prendre soin de nous, je pense. Si vous avez aimé, petit pouce en l'air, commentez, partagez à ceux que ça leur ferait peut-être du bien de se défouler en même temps que moi. Et on se revoit sur une prochaine capsule beaucoup moins intense et plus le fun. Parce que maintenant, je souris à la vie. Ou en tout cas, j'essaye.